On nous a fait croire que pour être un bon parent, il fallait tout faire, tout gérer, tout tenir, qu'il fallait serrer les dents, ne jamais se plaindre et continuer, coûte que coûte. D'ailleurs, qui nous l'a fait croire? Et si en fait c'était tout l'inverse? Et si c'était en lâchant un peu, en acceptant de s'arrêter, qu'on gagnait la vraie médaille du courage? Et si on l'avait déjà, cette médaille de bon parent? Pourquoi on continue de courir pour la gagner alors qu'en fait on l'a déjà? C'est peut-être juste qu'on la voit pas, ou qu'on aimerait qu'elle soit plus brillante, plus grosse, plus visible, plus... je sais pas. Peut-être qu'au fond, la vraie question, ce n'est pas comment tout gérer, mais qu'est-ce que je cherche à protéger ou à prouver en voulant tout gérer? Et à qui je cherche à prouver quelque chose? C'est ce qu'on va voir dans cet épisode. Bienvenue dans l'Odyssée d'un parent d'aujourd'hui, le podcast qui aide les parents à transformer la fatigue en clarté, la charge mentale en respiration et le chaos du quotidien en lien et en histoire. Je suis Stéphane, coach parental, sophrologue et maman de 3 enfants. Alors ici, on papote pendant que les pâtes ou les gâteaux cuisent. Pas de leçons, pas d'injonctions, pas de recettes miracles, juste des histoires, vraies bien sûr, du sens et quelques clés pour respirer un peu mieux. Aujourd'hui, on va parler d'un mythe. Le mythe du contrôle. Parce que oui, c'est un mythe. C'est un peu un mythe qui chuchote. Si je lâche, tout s'écroule. Celui qui nous fait croire que tout tenir, c'est être fort. Mais c'est souvent aussi ce qui nous épuise. Et si tout tenir, c'était juste une manière de garder la peur à distance? La peur de manquer, la peur d'oublier, la peur de décevoir les autres ou soi-même. On croit qu'on doit tout prévoir, tout anticiper, tout porter, surtout quand on est parent. Alors qu'en réalité, c'est justement quand on s'autorise enfin à s'arrêter, à respirer, que les choses reprennent leur juste place. On nous a vendu, et même survendu, l'idée que la force, c'était de tout encaisser, sans broncher, sans rien dire. Mais être fort, c'est aussi savoir dire stop. Et peut-être que c'est ça le secret le mieux gardé. La vraie force, c'est de se connaître assez pour savoir quand poser la pierre. Et vous allez le voir, moi, je l'ai appris à la dure. Et je suis sûre que je ne suis pas la seule. Parce qu'au fond, tout commence là, au moment où on choisit de se raconter son histoire autrement. Quand on change la manière dont on voit ce qu'on vit, le quotidien ne change pas tout de suite, non, ça c'est vrai. Mais nous, oui. Et souvent, c'est déjà beaucoup. C'est même le premier pas. Dans la mythologie, il y a Sisyphe. Vous savez, Sisyphe, le pauvre type qui est condamné à pousser sa pierre sans fin pour l'éternité. Camus en a même fait un livre. Et si finalement, Sisyphe, c'était nous? Chaque matin, on la pousse, cette pierre. Les mails, les courses, les rendez-vous, les «Eh, tu penseras à?» et les «Ah, t'inquiète, je gère». Et chaque soir, elle redescend, cette pierre, comme si on ne l'avait pas portée jusqu'au sommet. Et si, au lieu de continuer, Sisyphe s'était juste arrêté? S'il avait posé sa pierre, bu une gorgée d'eau, regardé la montagne en se disant «Bon, elle sera toujours là demain», je crois qu'il aurait découvert que la pierre pouvait attendre. Et que parfois, le monde continue très bien sans nous. Et vous, votre pierre, elle ressemble à quoi? Est-ce qu'elle fait du bruit? Est-ce qu'elle vous écrase? Ou est-ce qu'elle vous occupe? Et surtout, si vous la posiez 1 minute, qu'est-ce que vous auriez peur de découvrir dans le silence? Le mythe de Sisyphe, finalement, ce n'est pas celui de la punition, c'est celui de la répétition. Cette routine qu'on subit au lieu de la choisir. Et si on choisissait différemment pour une fois?
Ce matin-là, avant même que l'eau chauffe pour le thé, j'avais déjà 12 onglets ouverts dans la tête. Répondre aux mails de la prof, lancer la lessive, vérifier les traitements, recharger la carte de cantine, prévoir le dîner. Et évidemment, sourire. Le sourire, ce merveilleux masque, celui qui donne l'illusion qu'on contrôle tout, qu'on est au top. Mais à force de le porter, ce sourire, on finit par oublier à quoi ressemble notre vrai visage, comme s'il était collé non-stop sur notre visage. Moi, ce jour-là, je croyais que je gérais. Mon cerveau, lui, était en train de jouer à Tetris avec des blocs en mode turbo. Il savait plus où donner de la tête. Et puis, un de mes enfants arrive. « Maman, faut signer le mot pour le collège. » L'autre, « On n'a plus de scotch pour les arts plastiques. » Et là, pouf, tout s'écroule, comme une tour dans une partie de Jenga endiablée. Pourtant, je suis la reine de l'organisation, mais je suis aussi la duchesse de la liste sans fin. Je sais tout faire tenir, tout caser dans un espace-temps réduit, jusqu'à ce que ça casse. Et le pire, je n'empile pas seulement mes propres tâches, non, j'empile aussi celles de mon mari et celles de mes enfants. À mon mari, je lui dis « Tu peux passer à la poste, lancer une lessive et vider le lave-vaisselle, s'il te plaît ?» Et lui, tout calmement, me regarde et me dit « Non, je peux en faire une, pas trois. » Au début, j'avoue, ça m'énervait et ça m'exaspérait. Je me disais « Mais enfin, il pourrait faire un effort quand même !» Et puis j'ai compris. Lui, il connaît sa limite. Il pose sa limite. Il sait dire stop. Il ne s'épuise pas à vouloir tout faire en même temps. Alors, ça m'a titillée et je me suis demandé qu'est-ce que ça réveille en moi cette phrase ? Je peux en faire une, pas trois. Qu'est-ce que ça réveille en moi ce refus ? Tranquille. De la colère ? De l'envie ? Ouais. Ou peut-être une jalousie tranquille, celle d'un être humain qui ose se respecter sans culpabiliser. Et une fois qu'il a fini sa pile de tâches, il se repose, il se recharge et il reprend. Lui, il a compris un truc que je n'avais pas encore appris. Le monde ne s'effondre pas quand on s'arrête 5 minutes. Et en le voyant faire, j'ai réalisé que je pouvais moi aussi raconter l'histoire autrement. Pas celle de la femme et de la maman qui doit tout tenir, tout faire, mais celle de quelqu'un qui apprend à choisir, à se reposer, à respirer. Et, vous savez, c'est fou comme une simple phrase dite avec calme peut réécrire tout un scénario intérieur. Et si finalement c'était ça le vrai changement ? Réécrire le scénario au lieu d'attendre que le décor change. Ce besoin de tout contrôler, il ne vient pas de nulle part. On a grandi avec. On a grandi avec des injonctions qui sont bien ancrées dans nos têtes, avec des croyances qui sont bien ancrées dans nos têtes aussi. Alors ça peut ressembler à une bonne mère, ça tient le cap. Ou nos parents y arrivaient bien, eux, alors pourquoi moi j'y arrive pas ? Et le fameux « si tu veux, tu peux ». Cette dernière phrase, j'avoue que je l'aime pas trop. Voire je la déteste un peu. Parce que moi j'ai voulu, souvent. Mais parfois, c'est pas que je voulais pas, c'est que je ne pouvais pas. Pas parce que je manquais de volonté, non. Ça, j'en avais de la volonté. Mais parce que j'étais juste épuisée. Ou alors que c'était au-delà de mes capacités. Nos vies ne ressemblent plus du tout à celles d'avant. On vit plus loin de nos familles, souvent. On n'a plus ce fameux village autour de nous pour nous aider à élever nos enfants. Et les journées ne se sont pas rallongées pour autant. Elles font toujours 24 heures. L'autre jour, j'écoutais un épisode du podcast Good Inside où le docteur Becky Kennedy reçoit l'économiste Corinne Lowe de Wharton. Elle y partage des données qui m'ont frappée. Les mères d'aujourd'hui travaillent plus. Elles ont plus de responsabilités professionnelles et passent pourtant 2 fois plus de temps avec leurs enfants que la génération précédente. C'est énorme ça, 2 fois plus de temps. Les hommes, eux, n'ont pas augmenté leur temps domestique. Du coup,
La charge totale s'est alourdie et la fameuse égalité du foyer reste encore une utopie. Notre cerveau, lui, n'a pas évolué aussi vite que la société. Il reste là pour nous aider à survivre en fait. Il adore prévoir, décider, anticiper, gérer le danger, le tigre à dents de sabre. Mais pour autant, il a une batterie limitée. C'est comme un ordinateur avec 30 onglets ouverts. À un moment donné, ça rame, ça chauffe, ça plante. Et chez moi, quand mon ordinateur interne plante, je deviens rapidement sèche, impatiente, irritable, moins fun que d'habitude. Et ça vire plus au drame qu'avant. Et juste après, bien entendu, la culpabilité débarque. Avec le « tu devrais quand même mieux gérer tes coachs, non? Tu devrais savoir gérer ça. » Mais je me rappelle aussi que avant d'être coach, je suis maman. Et avant d'être maman, je suis surtout humaine. Et parfois, il faut juste savoir appuyer sur le bouton pause. Et si cette culpabilité, celle qui me répète de sa petite voix « tu devrais mieux gérer tes coachs », c'était pas une faiblesse, mais juste un rappel de mes valeurs, de ce qui est important pour moi. Une preuve aussi que je tiens aux autres, que je veux bien faire, mais que je n'ai pas besoin d'être parfaite pour être présente. Peut-être que la clé, ce n'est pas de tout contrôler, mais juste d'accepter de réécrire le récit, de passer du « je dois tenir » au « j'apprends à me respecter ». Parce qu'à force de rejouer la même scène encore et encore, on finit par oublier qu'on peut changer le script si on veut. Parce que finalement, on est l'acteur, l'auteur et le metteur en scène de nos vies. Alors, pourquoi ne pas profiter de tous ces rôles pour le réécrire? Je ne vais pas vous dire quoi faire, c'est pas l'idée. Mais je vais vous raconter ce qui m'aide à sortir du Tetris mental. J'ai arrêté de croire que l'organisation était l'ennemi du lâcher-prise. En réalité, c'est son allié. C'est un binôme qui, quand ils fonctionnent bien ensemble, ça marche super bien. Et c'est là qu'entre en scène mon bullet journal. Pas celui des influenceuses d'Insta qui ont des couvertures parfaites avec du masking tape, pastel et qui sont tout jolis et tout beaux à regarder. Le mien, c'est un vieux carnet tout cabossé. Parfois, c'est juste même un cahier d'écolier que j'ai recyclé parce que mes enfants en voulaient pas. Et dessus, il y a des taches de café, des ratures, des pages cornées, des post-it, partout. Ça va dans tous les sens. À mon image d'ailleurs. Quand j'ai le temps, je le rends joli, parce que j'aime bien ça, moi aussi, le rendre joli. La plupart du temps, c'est fait à l'arrache. L'efficacité avant l'esthétique. Aujourd'hui, mon carnet m'aide à trier, à dégrossir un peu tout ça. Ce qui est important, ce qui peut attendre, ce que je peux déléguer et surtout, ce que je peux supprimer. Parfois, je me pose une seule question de ma to-do. Si je fais pas ça, qu'est-ce qui va se passer vraiment? Et j'ai un aveu à vous de faire. 9 fois sur 10, la réponse est rien de grave. Alors, ce bullet journal, ça serait un peu le cadeau qu'Athéna, la déesse de la sagesse, aurait offert à Hestia, la gardienne du foyer. Imaginez si Hestia avait eu ça quand elle était déesse. Un carnet pour apaiser le feu du quotidien et transformer la charge mentale en clarté. Si vous voulez l'essayer, j'ai mis dans les ressources gratuites du site, de mon site, un petit guide simple, le bullet journal d'Hestia. C'est un freebie qui est gratuit et qui est sur icopomp.fr. Pas besoin d'être organisé ou créatif pour juste envie d'y voir plus clair. Ok, mais c'est quoi la morale de l'histoire alors? Parce que c'est bien gentil, mais on nous a fait croire qu'être un bon parent, c'était tout faire, tout gérer et ne jamais flancher. Bah, la morale, c'est qu'en fait, la vraie force, c'est peut-être d'apprendre à poser la pierre, à reconnaître sa fatigue sans honte, à dire non sans peur et à se reposer sans se justifier. Et surtout, à apprendre à demander de l'aide quand c'est trop, sans avoir peur de paraître vulnérable ou faible. Nos enfants n'ont pas besoin d'un parent parfait,
mais ils ont besoin d'un parent vivant, présent, qui ose s'asseoir 5 minutes et respirer. On n'est jamais aussi fort qu'en se montrant vulnérable. Ça paraît totalement antinomique et pourtant, c'est vrai. On est fort quand on se montre vulnérable. Et notre vulnérabilité est notre force. C'est sans doute le plus beau message à transmettre à nos enfants. Celui qu'ils n'ont pas besoin d'être parfaits pour être forts, qu'ils n'ont pas besoin d'être parfaits pour être aimés, ni même solides. Alors la prochaine fois que votre tête bourdonne et que votre to-do list s'allonge, rappelez-vous ça. Sisyphe n'a jamais échoué. Il a juste oublié un petit truc. Il a oublié qu'il avait le droit de s'asseoir sur sa pierre et de boire son café pour se reposer. Et un café chaud de préférence. Et si c'était ça finalement, réécrire sa propre mythologie? Ne pas attendre que le monde change autour de nous, mais décider de se raconter autrement. Parce que c'est souvent là que la vie change, quand on commence par soi. Merci d'avoir écouté l'Odyssée d'un parent d'aujourd'hui. Si cet épisode vous a parlé, abonnez-vous pour ne pas manquer les prochains. Chaque semaine, une histoire, un mythe et une nouvelle manière de respirer dans votre quotidien. Et pour prolonger la réflexion, retrouvez le bullet journal d'Estiaz et mes autres ressources gratuites sur icopampe.fr. À très bientôt!